Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Faire du Bénin un pays économiquement prospère sur le continent. Plus que rêve, Patrice Talon essaie de l'autorité publique, le chef de l'État, en faire un défi majeur. À raison, son projet de société 2021-2026 intitulé « Le développement, ça y est ». Projet de société largement ventilé durant la campagne présidentielle. 2 mois après son investiture, soit le 31 juillet dernier, Patrice Talon de révéler à la face du monde, lors de son message à la nation, que pour amorcer le développement tant souhaité, ce gouvernement donne amplement priorité à l'éducation et à la formation. Aux enseignants de se mettre sans doute à la tâche. Le développement du Bénin, l'éducation et la formation, la thérapie de choc pour y arriver, des regards avertis pour des éléments d'appréciation. Et sur ce plateau, en notre compagnie, Georges Anagonou, qui n'est plus à présenter, socio-anthropologue, il est analyste politique, l'un des classiques du régime, qui nous expliquera cette option du gouvernement. Georges Anagonou, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour professeur. J'ai dit 2 professeurs, j'ai 2 anciens devant moi et c'est avec un grand respect que je me retrouve ici pour pouvoir opiner sur un sujet et avoir devant moi en même temps mon professeur de très longtemps, le professeur et Monsieur Boko. Michel, je lui présente tous mes respects et je dis que c'est un honneur pour moi. Si tout à l'heure, il trouvera que je suis dans l'analyse, mais tant mieux pour moi. Ok. En tout cas, on est aussi honoré de constater que nous avons pu réussir à rassembler un peu de têtes qui se connaissent très bien. Un enseignant, un élève, c'est ça, tout le mérite et le bonheur des enseignants. De retrouver les apprenants qui, à un moment donné, ont pu gravir les échelons. Oui, on est honoré, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, à 2 enseignants, mais les profils ne sont pas forcément les mêmes. En face de monsieur Georges Anagonou, monsieur Anselme Amoussou, enseignant il l'est, mais c'est plutôt le responsable du monde syndical au Bénin. Un regard holistique de la question que nous aurons avec lui. Oui, il est le secrétaire général de la CSA Bénin, la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, qui n'est plus à présenter. Et monsieur Anselme Amoussou, bonjour à vous. Bonjour Joël et merci de me donner cette occasion d'échanger avec monsieur Anagonou, que j'ai rencontré tout à l'heure dans le couloir et qui m'a fait une très bonne impression. C'est ça, le plaisir est partagé. Oui, c'est aussi ça, le bonheur que nous fait la télé, les médias. Monsieur Michel Boko, oui, c'est le 3e invité pour ce débat. Géographe, il est professeur des universités CAMES à la retraite. Il a accepté de nous consacrer un peu de son précieux temps. Sa contribution comptera. Monsieur Michel Boko, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour, monsieur Yétanyon, et bonjour à monsieur Anagonou et à monsieur Amoussou. Je connais bien monsieur Anagonou, mais monsieur Amoussou, je crois que c'est la première fois que je le vois. C'est tant mieux, ça me permettra de savoir ce que les syndicats pensent encore de l'enseignement et de l'éducation. Merci de nous avoir rassemblés. On est honoré de par votre disponibilité. Mesdames, messieurs, vous n'avez pas idée, je n'ai jamais gagné d'avance toutes nos considérations pour tous ceux-là qui arrivent à se libérer en dépit de leur agenda pour apporter leur grain de sel à l'édification de la société Bénin, ce qui a de plus unificateur. Oui, monsieur Georges Anagonou, la politique étant, oui, la gestion de la cité, on se retourne d'abord vers vous. Cette option du chef de gouvernement, oui, l'actuel locataire du palais de la Marina, comment vous l'appréciez? Éducation et formation pour amorcer le développement. Merci. Le développement d'un pays étant un processus qui ne s'arrête pas, qui commence et qui va vers l'infini, parce que l'homme même, lui-même étant un être insatiable, quelqu'un qui veut diriger un pays, quand vous me posez cette question, c'est comme vous me demandez, est-ce que le chef de l'État pouvait faire autrement? Non, je pense que dans une nation, chacun qui arrive apporte sa pierre, apporte sa participation au développement de la nation. Je pense que quand les professeurs nous formaient à l'université, c'est sûr qu'ils nous formaient aussi pour le développement. Je suis content d'être en face de mon professeur aujourd'hui et à lui de me dire est-ce qu'il pense que son élève aujourd'hui participe au développement. C'est cela aussi, parce que quand on dit formation, éducation,
la responsabilité revient aux enseignants de pouvoir inculquer. Et c'est pourquoi j'ai dit que cela soit M. Anselme ou le professeur Boucor, à travers nos actions, à travers nos comportements dans la cité, ils se diront, est-ce qu'ils nous ont formés pour le développement? Et que par rapport à ce que nous sommes devenus, qu'est-ce qu'il veut donner à la génération suivante, ceux qui vont nous suivre? Est-ce que c'est cela? Donc, le chef de l'État, dans ses actions, depuis qu'il est là, on n'a pas manqué d'apporter de réformes dans l'éducation nationale depuis la base jusqu'à l'université. D'ailleurs, peut-être que le professeur Boucor en parlera tout à l'heure. Il y a une réforme de l'université qui est sur le tapis et qui fait débat aujourd'hui. Est-ce que cette réforme successive, est-ce que nous avons déjà trouvé la bonne voie? Nous avons déjà trouvé la bonne réforme à impulser à l'éducation et à la formation pour nous assurer d'un développement? Nous le faisons par rapport à quelle situation et par rapport à qui? L'annonce seulement du chef de l'État, je l'apprécie parce que heureusement, depuis 5 ans, plus de 6 ans, il est en train d'agir. Est-ce qu'il a déjà posé des pas qui font que dans l'éducation et la formation, aujourd'hui, nous vous l'avons dit, s'il vient encore d'insister là-dessus dans un dernier discours, enfin, son dernier discours, qui est le premier du quinquennat, s'il vient d'insister là-dessus, surtout ce discours qui a été court et peut-être clair, s'il a trouvé encore l'occasion de revenir là-dessus pour dire c'est toujours un levier dont je fais passer, parce qu'on ne peut pas faire autrement lorsqu'on veut conduire une nation. Ceux qui doivent former la nation, ceux qui doivent travailler pour le développement de nos nations, ce sont les hommes. Et les hommes, qu'est-ce qu'il faut faire pour les y amener? C'est qu'il faut les former, c'est qu'il faut leur donner une bonne éducation. C'est une option que le chef de l'État a pris, mais à mon avis, comme il est homme de développement, il ne pouvait pas faire autrement. Ce qui nous reste, les enseignants nous diront, est-ce que ces actions, depuis 5 ans, sont des actions prometteuses et qui doivent conduire au développement? Et ils nous diront, mais moi, je sais que l'engagement politique, il est clair. Il faut agir sur ce levier-là si nous voulons assurer un développement certain pour notre nation. Alors, Monsieur Anselme Moussou, oui, je me retourne vers vous. Cette option salvatrice venue à bon port pour que le développement soit enfin. Écoutez, parler d'éducation et de formation comme le socle du développement, comme M. Anagoun l'a dit, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas un discours nouveau prononcé par le chef de l'État. Tous les gouvernants du monde vous le diront, que le développement se trouve dans la formation et l'éducation, surtout par rapport à l'avenir qu'ont aussi les enfants. Maintenant, vous avez mis la thérapie du choc. Et pour moi, c'est pas ce duo-là. C'est la thérapie du choc. Non, c'est pas l'annonce qui est la thérapie du choc, de mon point de vue. Non, parce que je ne mets pas en doute la volonté, la détermination du chef de l'État. Et donc, cette foi qu'il a dans ce qu'il annonce comme étant, la colonne vertébrale de son action au gouvernement, parce que vous le sentez bien qu'il porte vraiment cette conviction-là que nous devons aller au développement en faisant donc les grands actes, les grandes réformes qu'il faut. Pour moi, la thérapie de choc va se retrouver dans le contenu que l'on met dans l'éducation, dans la manière de mettre en œuvre cette, ce qui apparaît encore comme une théorie, une volonté théorique donc, de faire les choses. Comment le chef de l'État voit-il l'éducation et la formation aujourd'hui pour aller vers le développement? Parce que nous avons toujours eu de l'éducation et de la formation. Pourquoi est-ce que la manière dont nous faisons l'éducation et la formation, la manière dont nous pensons l'éducation et la formation de l'avenir de ce pays, pourquoi ça ne donne pas les résultats? Parce que j'ai l'habitude de dire que nous nous trompons souvent dans la manière de mettre en œuvre, de concrétiser. Quand vous prenez... Nous sommes tellement fiers, enfin beaucoup parmi nous se sentent tellement fiers quand on dit quartier latin par exemple de l'Afrique, et on fait la comparaison de dire mais tout est foutu aujourd'hui, en notre temps c'était mieux, c'était bien, on parlait bien français, etc. etc. Et la question qui suit immédiatement c'est celle-ci. De 60 à nos jours, ceux qui ont été, à la manœuvre pour le développement de ce pays, c'est justement cette génération du quartier latin. Mais ils sont tous d'accord pour dire que nous avons échoué. Alors, tout le monde dit on a échoué. Que s'est-il passé? Alors peut-on vraiment se sentir fier de ce que nous avons été? Et puis finalement, quel est le contenu que nous donnons à l'appellation quartier latin? Les gens qui parlent correctement la langue d'autrui.
C'est le blanc qui a dit qu'attire la terre. Je ferme la parenthèse pour revenir donc à notre débat et dire que moi, j'écoute beaucoup le chef de l'État et étant de l'éducation, je sais un peu quelles sont les réformes qui sont en cours aujourd'hui. Et donc, on peut parler du contenu des réformes. Et on doit parler de la manière de mettre en œuvre les réformes, de l'inclusivité qu'il faut, de l'adhésion qu'il faut rechercher autour, justement. Parce que vous pouvez avoir les meilleures idées du monde et échouer quand même, quand vous n'avez pas l'adhésion de la majorité de ceux avec qui vous devez travailler. Donc, c'est un élément important. Et donc, j'aurais bien aimé ajouter à ce duo-là, éducation-formation, éducation et formation, justice, équité. Il y a beaucoup de choses qu'on doit ajouter pour aller vers vraiment le développement du Bénin. Ok, voilà. On y revient. Nous allons écouter le professeur, une grosse pierre dans le jardin des enseignants. En tout cas, quelle appréciation en faites-vous d'abord, professeur? Oui, professeur Bokor. Je crois que écoute, les deux intervenants ont posé les bases du débat, à savoir que le gouvernement, le chef de l'État a posé son diagnostic. Et bien, ce qui me surprend, c'est parce que depuis les indépendances, depuis 60, on s'est engouffré dans les programmes de formation en cours dans le pays colonisateur. Et lorsque il y a eu la réforme Fouché, mais on s'est engouffré dans la réforme Fouché sans réfléchir. Ensuite, on a dit il y a eu une réforme dossier grosse tête. On l'appelle grossesse, c'est un surnom. Ça a donné quoi? Est-ce que c'était fondé sur un programme de développement? C'est-à-dire que l'éducation et la formation doivent être fondées d'abord sur un programme de développement. Cela veut dire quoi? Lorsque vous mettez en place des infrastructures et des équipements, vous devez savoir à quoi vous voulez former les gens. Donc, 60 ans après, qu'on découvre que la base de la richesse de toutes les nations, c'est d'abord la ressource humaine, je dirais qu'il était temps. Il était temps qu'on en arrive là. Mais, dans les priorités, ça devrait apparaître beaucoup plus clairement. Je n'ai pas l'impression que cela apparaisse réellement dans les priorités. Pour moi, par exemple, la formation et l'éducation, ça devait être la priorité numéro 1. Ensuite, la santé, ensuite, la sécurité. Donc, il devait y avoir une hiérarchisation des priorités gouvernement. Dieu merci, il vaut mieux tard que jamais. Que maintenant, on déclare que l'éducation et la formation, ça va être désormais la clé de voûte pour atteindre le développement. Je suis absolument d'accord avec cette philosophie, mais je voudrais aussi être d'accord avec les moyens qu'on mettra, avec les orientations qu'on donnera, parce que ces orientations-là doivent être en adéquation avec un programme de développement. Or, à ma connaissance, je n'ai pas encore vu ça. Bon, on va me dire, c'est d'abord un discours, il reste maintenant la mise en œuvre. Alors, oui, un discours, la mise en œuvre, mais on pourra, professeur, relever que l'idée, jamais ça fait un moment, et l'homme alors candidat pour un second quinquennat à travers ce projet de société que tous ont l'occasion sans doute de découvrir. On peut découvrir ces tasses-là. Mais il se trouve en termes de priorité, M. Anagon, vous allez me dire pourquoi c'est ainsi énuméré. Peut-être que les craintes du professeur sont quelque part justifiées. Quand on prend ce projet de société, on trouve ces tasses-là en 13e position. Le document est riche de 25 axes. Le chef de l'État, en mettant ce point-là en 13e position et en annonçant maintenant que c'est la clé de voûte, comment vous l'appréciez? Il s'est rendu compte par la suite qu'il faut changer de positionnement ou c'est juste une annonce comme le pensent certaines personnes? Vous savez,
le professeur a fait le développement, on dit depuis 1960, on a eu des réformes et des réformes. Oui. Et moi, c'est le problème de l'Afrique, ça. On a toujours élaboré des projets de réforme et on ne sait pas là où s'est arrêté l'autre avant qu'un autre ne commence un autre projet. Donc, j'ai dit que le chef de l'État et le professeur Anselme l'a dit tout à l'heure, c'est dans les 5 ans, on n'est pas resté sans penser à l'éducation, à la formation. Si on est arrivé à dire qu'il faut prioriser les institutions d'entraînement technique et professionnel aujourd'hui, si on arrivait à dire ça, c'est parce que dans le programme, on a mis ça. Peut-être que l'aliment dont vous parlez, l'aliment n'est pas important. L'aliment n'est pas important, mais oui, je pense parce que vous ne pouvez pas. L'homme étant le moteur du développement, vous ne pouvez pas, en hiérarchisant vos priorités, le pousser en 13e position, c'est que vous auriez tout raté. Et vous allez comprendre que tout ce qui est fait jusque-là, le développement étant c'est des subdivisions qu'on a fait pour dire, bon, développement sectoriel, sous-sectoriel, tout ce que vous voulez. Un long processus. Et je ne ferai pas l'affront ici de dire, enfin, finalement aussi, qu'est-ce qu'on appelle le développement? C'est une question épistémologique qui s'étudie aussi dans les filières, dans les facultés, à l'université, et qu'on n'a pas fini de développer. Ce qu'il faudrait par rapport à l'éducation et à l'enseignement, quand on se compare à quelqu'un, de toute façon, nous nous comparons toujours à quelqu'un et nous comparons toujours à la France, pour le système que je connais, tous les jours, il y a de réformes. Tous les jours, il y a de réformes. Un ministre vient, Luc Ferry était arrivé, il a impulsé, on a dit que les élèves en 6e n'arrivaient pas à bien écrire, ne parlaient pas. On a donné des réformes. Donc, régulièrement, dans la société, on ajuste, on réorganise. Et c'est ce qui explique le fait que le chef de l'État revienne sur ça dans ce discours-ci. Parce que, depuis qu'il est venu, on a fait des réformes. Alors, c'est de savoir qu'allons-nous faire aujourd'hui de notre société. La société de demain ou la société c'est le demain tout proche là. Parce que si on arrive à en parler tout le temps, c'est que ça veut dire que ça manque et qu'il faut le faire tout de suite. Il faut le faire tout de suite. Réforme, il y a quelque chose qui a commencé par être fait. Monsieur Anselme m'a dit tout à l'heure, éducation, formation. Mais qu'est-ce qu'on y met? Comment arrive-t-on à implémenter cela? Pensez-vous que sur ce point, on a commencé par poser les bases qu'il faut? Vous avez observé le monde enseignant ces temps-ci et ce qui continue d'être fait? Le professeur Michel Boucault a parlé tout à l'heure des réformes de ce que nous avons connues. Oui. Est-on arrivé à faire l'évaluation, à faire le diagnostic, pour savoir que... Non, vous savez, le politique, lui, ce qu'il fait, il donne l'orientation générale. Il revient aux techniciens de se saisir. Et c'est pour ça qu'on est heureux d'avoir 2 enseignants sur le plateau. Les réformes, les impulsions, l'orientation que donne le chef de l'État, qu'est-ce qu'ils en font, eux, pour pouvoir former l'homme de demain? C'est plutôt à eux. Vous allez poser la question. Quand je parle de... Cette annonce faite, oui, je comprends, la corporation. Voilà. Avec cette annonce, peut-on dire que la balle est vraiment dans leur camp ou d'abord du camp de l'autorité? Pour ce que je connais, je ne sais pas... il y a un temps, un gouvernement qui est venu, un président qui est venu et qui a pensé qu'il fallait former les élèves à ce qui est pragmatique, ce qui peut l'être. Et beaucoup d'artistes sont sortis de ça. Je veux parler de la période révolutionnaire, où on faisait la coopérative scolaire, la coopérative universitaire. Vous voyez les artistes que vous connaissez aujourd'hui. Enfin, il y a un moment, c'est des gens qui sont sortis de ce système-là. D'accord? Et puis après, on a parlé de nouveaux programmes. Est-ce qu'on a déjà fait le bilan de tout ça? Est-ce qu'on a déjà fait le point de tout ça? Pour dire que nous voulons changer de paradigme. Parce que si vous êtes lancé vous êtes lancé dans un processus, mais que vous ne savez pas d'où est-ce que vous êtes parti, où est-ce que vous en êtes maintenant pour savoir où vous voulez arriver, nous allons perdre le boussole. Donc l'homme de demain qu'on veut former, surtout si on a dit lycée professionnel, c'est qu'on veut former l'homme de demain au pragmatisme, qui n'a pas encore besoin, qui n'aura plus besoin forcément d'attendre l'état de providence. Et pourtant, il y a très longtemps que dans notre pays, on dit l'état de providence, c'est fini. Mais pourquoi ça ne prend pas? Quel est le contenu de l'enseignement aujourd'hui qui fait que nous allons être sûrs? Vous savez, lorsque un chef de... Comment vous voyez ça en termes d'appréciation, le contenu? Et pour moi,
mettre l'accent sur l'enseignement professionnel et technique, ce n'est pas propre à notre pays. Mais c'est l'option que les pays prennent aujourd'hui. Quand je prends les États-Unis, que je prends la France, on n'a pas les mêmes problèmes. Les Américains, je ne les ai pas vus trop se poser la question de l'enseignement professionnel réorienté, mais en France, oui. En France, oui. Il y a les apprentis, il y a l'alternance, il y a l'enseignement professionnel. Oui, parce que le poste se pose toujours. Donc chez nous, aujourd'hui que nous voulons mettre l'accent sur l'enseignement professionnel, c'est que la politique pense que ceux-là, ceux qui sortiront du produit, le produit là qui sortira demain de la formation doit être un produit qui peut s'auto-employer, en fait. Et c'est pourquoi je dis, est-ce que les enseignants que j'ai devant moi, est-ce qu'ils pensent que les réformes qu'on a déjà initiées, pensez-vous que ces réformes-là sont promettrices? J'accompagne votre question. Alors, M. Anselme Moussou, à l'étape actuelle, c'est une continuité, on peut le dire. Le chef d'État a commencé par mettre quelques jalons au niveau du système éducatif. Alors, toute réflexion faite, il en est arrivé à cette conclusion-là. Ce qui a lieu de faire désormais, à vous, enseignants, d'implémenter la vision où l'autorité a encore un rôle à jouer. On va dire que l'autorité n'a pas encore fait grand-chose quand même. Ah bon? Parce que oui, nous devons... Moi, je ne vois pas le sujet comme étant un ballon qu'on va jouer dans un camp ou dans un autre. Parce que nous devons être tout le temps sur le terrain à faire en sorte que nous atteignons le but ensemble. On va vraiment rechercher l'adhésion de tous. C'est très important. Je suis d'accord avec M. Anagoun que le rang importe peu. Parce que quand vous définissez une priorité, vous savez qu'il ne s'agit pas de faire la première avant d'aller vers la seconde. Tout peut être mené en même temps. Et donc, quand on lit dans le document que c'est en 13e position, de mon point de vue, n'est pas important. Et quand vous écoutez le chef de l'État, quand vous le regardez, vous voyez bien que c'est quelqu'un qui a une boussole. On voit bien qu'il y a une boussole. Peut-être que le problème, c'est de faire en sorte que tout le monde regarde la boussole avec lui. C'est ça. Et là, je reviens sur la manière donc, de faire les choses, de conduire les choses, etc. etc. Vous voyez, on a dit, est-ce qu'on a déjà fait l'évaluation de toutes les réformes? On prend le risque peut-être de tomber dans nos travaux habituels de dire il faut faire une évaluation, il faut faire de l'étude, etc., etc. Alors que le résultat est là, l'état des lieux, il est clair aujourd'hui. Joël, vous et moi, on a été formés comment? Je me souviens d'une leçon qu'on fait au primaire où on dit comment s'orienter. Bon, nous pouvons donner la définition d'une boussole, décrire la boussole, mais on n'a jamais vu une boussole. On est nombreux à n'avoir jamais vu une boussole. Pourtant, on peut réciter la leçon sur la boussole. Et quand vous prenez beaucoup d'adultes, faites-les si vous allez voir, dites-moi où est l'Est. Ils vont se rechercher. Pourtant, on dit le soleil se lève à l'Est, se couche à l'Ouest, etc., etc. Voilà comment nous avons toujours été formés. Donc, quand quelqu'un vient dire il faut changer ça, on ne peut qu'applaudir. Le gouvernement n'a jamais cessé de dire que, par exemple, pour faire la fibre optique dans le pays, on a dû aller en Côte d'Ivoire rechercher parce qu'on n'a pas la compétence chez nous. Sur des choses les plus basiques aujourd'hui qui constituent l'avenir professionnel, on est absent. Et ça ne date pas de maintenant. Les Burkinabés, ils sont nombreux chez nous à travailler sur les chantiers. Ce n'est pas forcément parce que l'entrepreneur veut faire travailler ses frères. Mais les réformes depuis 5 ans, est-ce que vous pensez que ça va changer? Je vais revenir. Je voulais parler un peu de l'état des lieux pour dire, il est là. On n'a pas besoin d'aller faire encore d'autres études pour évaluer quoi que ce soit. De mon point de vue, on sait que nous devons aller vers l'essentiel. Et là, je reviens à la question que vous avez posée. Le contenu aujourd'hui, les réformes, il y a l'une des réformes qui me paraît quand même une réforme très rationnelle. C'est laquelle? C'est la réforme de l'enseignement technique. L'enseignement technique aujourd'hui doit être, disons, que la solution Maus pour gérer la question de formation, la question de la compétence, la question du chômage pour le Bénin. Parce que l'ANP a produit le résultat d'une étude qui montre qu'il y a des filières aujourd'hui sur le campus où le temps moyen de chômage va jusqu'à 11 ans, 15 ans. Le temps moyen. Quand vous finissez, vous êtes chômeur au moins jusqu'à 11 ans. 11 ans, 15 ans. Sérieusement. Mais il y en a d'autres où c'est 0 année de chômage. Et pourtant, les filières dont je parle, où le taux de chômage est certain, sont encore là présents sur le campus.
On travaille donc, désormais à leur suppression. Comment? On travaille à leur suppression désormais. Non, il n'y a rien. Et en fait, c'est pour cela que je dis, il faut qu'on discute avec les acteurs, l'ensemble des acteurs. Parce qu'il y a des réformes, je reviens à la réforme de l'enseignement technique pour dire que quand vous regardez la manière dont c'est fait, où on a discuté avec les entrepreneurs par rapport à leurs besoins, qu'est-ce qu'ils recherchent, etc., etc., ça a été assez inclusif. Les enseignants, les entrepreneurs, ceux qui vont utiliser le produit fini, etc., pour identifier les secteurs, les filières porteuses. Donc, il y a de la rationalité dans la démarche de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, le chef de l'État dit, le gouvernement dit, c'est 70 à 80% de pratique et peu de théorie. C'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui en réalité. Parce que je suis professeur, j'ai fait la géographie, j'ai fait l'histoire. Aujourd'hui, est-ce que vraiment, quand on est sans être sorti de la faculté c'est la flash, hein? Oui. De la flash, combien ils sont certains donc de s'en sortir vraiment. Donc il faut aller vers là. Et ça, ce choix-là me paraît donc un choix tout à fait pertinent. Mais regardez, on a parlé des filières. Il faut avoir le courage d'aller vers là. De dire en fait, telle filière, est-ce que nous en avons vraiment besoin pour notre développement? Et tout ce qu'on a déjà formé, qui est sur le terrain, est-ce que ça ne suffit pas? Il ne faut pas arrêter pour les consommer d'abord. Il faut aller vers ce genre de réforme et c'est très courageux. Il faut beaucoup de courage pour le faire. Quand je prends même au niveau de l'enseignement technique, le gouvernement dit fièrement, nous avons envoyé quelques professeurs à l'étranger pour se faire former. Oui. Et c'est là où moi j'ai des doutes dans la mise en œuvre, parce que je trouve pas ça très pertinent, très porteur comme démarche. Pourquoi? De prendre quelques-uns, de les envoyer se former là-bas, alors qu'on est des centaines et des centaines qui n'avons pas la compétence qu'il faut pour être de bons formateurs. Quand le formateur n'est pas bon, le produit ne peut pas être bon. Il paraît que ces derniers seront appelés à aider les autres. De quelle manière? Pourquoi on ne fait pas venir ceux qui les forment là-bas pour venir former une masse plus critique ici? Voilà ce que le dialogue social, la démarche inclusive peut apporter à une réforme en termes de qualité. Donc, une seule personne, un petit groupe ne peut pas être plus intelligent qu'un groupe élargi avec des acteurs du terrain qui peuvent vous révéler un certain nombre de choses. Donc, je crois que c'est là où il faut rechercher ce qu'on peut apporter comme une plus-value à la démarche du gouvernement, à la volonté du gouvernement de faire les choses autrement. Ok, professeur, l'unanimité est faite que c'est la voie incontournable. Formation, éducation, formation, voilà. Maintenant, on fait comment pour que ça puisse porter de fruits? Vous avez suivi, M. Anselin Moussou, de votre position. Que pensez-vous qu'il use de faire? Ou que pensez-vous qui a déjà été fait, qu'il va falloir refaire, maintenir, améliorer? Je commencerai d'abord par dire que tous les programmes qui ont été initiés ont été évalués. Même l'école nouvelle a été évaluée. Donc, on a fait l'audit de chaque réforme qui avait été introduite ici au Bénin et je dirais les rapports existent, comme on le dit d'habitude. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on a encore tout renversé et on recommence. Mais le fond du débat, on n'est pas allé au fond du débat quand on dit formation technique, formation professionnelle. Mais les profils que vous allez former, ces profils-là doivent être en adéquation avec la demande, je veux dire, avec l'offre d'emploi. S'il n'y a pas d'offre d'emploi, mais pourquoi vous allez former les gens? S'il n'y a pas d'offre, je me souviens par exemple lorsqu'on a voulu créer l'ENAM, fait appel à son âme, le professeur Yanvan était à la DEP en ce temps. On a fait des études dans toutes les institutions, dans les services et les sociétés et les banques susceptibles d'employer ce qu'on va former. Et ils ont exprimé leurs besoins, y compris la direction des douanes, la direction générale des douanes. On a fait des enquêtes aussi dans les établissements industriels
Parce qu'on a besoin d'auditeurs, on a besoin de comptables, on a besoin aussi de techniciens. Et c'est à partir qu'on a défini les effectifs à mettre dans les formations. Des efforts ont été faits dans ce sens. Je me souviens en 2000, par exemple, avant 2000, entre 1998 et 2000, nous avons mené des tas d'enquêtes pendant 2 ans pour savoir, à partir de l'accord que le Bénin avait signé avec les Pays-Bas, Costa Rica et Bhoutan en 1994, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de gestion de l'environnement? Parce que souvent les gens confondent, on dit géographie, histoire, géographie. Non, la géographie, ce n'est pas la géographie que vous avez apprise il y a 60 ans pour citer les superficies et les populations des pays, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui s'occupent de la géomorphologie. Aujourd'hui, mais tout le monde s'occupe de la climatologie, mais on oublie que la climatologie, c'est de la géographie. Et aujourd'hui, l'un des gros problèmes du développement de presque tous les pays du monde, soit pour ralentir, soit pour avancer, c'est la climatologie. C'est une branche de la géographie. Il ne faut pas l'oublier. Souvent, on dit, oui, on fait histoire, géographie, on ne sait plus ce qu'on va faire. Mais aujourd'hui, la gestion de l'environnement a été initiée par les géographes avant que d'autres filières ne commencent à s'en occuper. Et vous ne pouvez rien résoudre en termes de développement durable aujourd'hui sans vous occuper de la gestion de l'environnement. Par exemple, ceux qui font audit environnemental. Vous gérez quoi? Depuis ce professeur? Suivi. Oui. Il y a des gens qui sont formés à l'environnement, aux questions de l'environnement, à la climatologie aujourd'hui. Est-ce que vous sentez vraiment leur action sur le développement du Bénin? C'est la grande question, en fait. Est-ce qu'on peut continuer d'en former? C'est pour ça que je dis les profils de formation. Lorsqu'on a voulu créer le CIFRED, par exemple, on a fait des enquêtes pendant 2 ans pour que les gens nous disent dans quelle branche ils ont besoin de formation en termes de gestion de l'environnement. Mais n'oubliez pas que l'entrée à l'université est libre. C'est là aussi un autre problème. Je vais prendre un cas extrême. En Chine, ce n'est pas parce que vous avez le bac que vous entrez automatiquement à l'université. Je prends un autre cas encore différent. Aux Pays-Bas, par exemple, lorsque vous entrez en médecine, c'est dès le 2e mois que vous allez dans la salle des Maccabées, vous commencez à faire des opérations. Vous ne faites pas votre physiologie au tableau sans aller à la salle des Maccabées. C'est 2 mois après les cours que vous entrez dans la salle des Maccabées. Aux Pays-Bas, c'est comme ça qu'on voit les médecins. Mais aujourd'hui, après 5 ans qu'on le fait au Bénin. Vous vous rendez compte? Cela veut dire concrètement quoi? L'État qui met en place les infrastructures et les équipements ne leur donne pas une orientation de développement. Vous ne pouvez pas ouvrir un lycée technique, par exemple, pour former des gens en métallurgie, alors qu'il n'y a aucune installation qui permette aux gens de le faire. Vous demandez à vos stagiaires d'aller chercher des stages dans les établissements industriels au Bénin aujourd'hui, c'est la croix et la bannière. Ils reviennent, ils vous disent qu'ils n'ont pas reçu. Pendant que moi j'étais aux affaires, je dirais à l'université, quand j'étais directeur d'établissement, mais il fallait écrire des tas de lettres pour qu'ils puissent trouver un poste où s'entraîner. Il y en a même qui refusent carrément parce qu'ils ont peur que ceux-là ils viennent pour remettre en cause leur organisation, parce que les gens ont peur d'être renouvelés. Ils ont peur de ce qui est, alors, je ne dirais pas révolutionnaire, il est question aujourd'hui une révision des processus de développement. Nous sommes là, nous nous contentons de la routine. Combien de ministres ont organisé des séminaires de réforme de l'éducation, du système d'éducation, aussi bien l'enseignement primaire, secondaire que primaire? Tous les ministres en ont organisé, sauf depuis 4 ans que j'en entends parler. Tous ceux qui sont passés en 2016 ont organisé des séminaires de révision des programmes de réforme. Mais ça n'a jamais rien donné, parce que les infrastructures et les équipements en place ne permettent de faire que ce que les enseignants font. Ok, il est question de revoir les par exemple, à la FAST. Vous allez à la FAST aujourd'hui, allez voir ce qui se trouve dans les laboratoires. Posez-leur la question de savoir comment ils fonctionnent, les laboratoires fonctionnent. C'est un peu trop simple de dire oui, et on fait ça, mais ils viennent au chômage.
mais ils sont au chômage parce qu'il n'y a pas une demande sur le terrain, même si vous leur donnez une formation technique. Je connais quelqu'un qui a fait l'essai technique à Pobet et aujourd'hui, il est blanchisseur. Il est dans mon quartier à Calani. C'est d'un ami, d'un ancien journaliste que vous connaissez très bien. Il a fait sa formation technique en mécanique auto, mais aujourd'hui, il fait la blanchisserie pour pouvoir subvenir à ce besoin. Donc, ce n'est pas du tout évident de crier oui, on va faire auto-emploi. Quel auto-emploi? Je connais même en France ici quelqu'un qui a fait son BTS Finance et Banque. Et après, il est allé faire animation, jeunesse et culture. Mais il a fini, il est aujourd'hui maraîcher bio. Et au Bénin, je connais aussi un autre qui a fait anglais, et c'est lui qui est le responsable des maraîchers bio du Bénin, mais il a fait maîtrise d'anglais. Donc, il ne faut pas faire de la confusion pour dire, oui, les gens suivent des profils. Il a la vocation. Okay. Autant de paramètres. Il y a aussi les possibilités, les offres d'emploi sur le marché de l'emploi. C'est ça qui détermine. Je dirais grand merci à vous, professeur, pour sa contribution. Ce sont des contributions très enrichissantes. Vous permettez très rapidement, il y a M. Anselme qui veut faire quelques apports. On est là pour ça, oui, c'est l'objectif de ce plateau. Enfin, comment pour avoir finalement les résultats? Oui, M. Anselme Moussou, vous avez suivi beaucoup de demandes de la part du professeur. Oui, en fait, le professeur pose le problème de la qualité de la formation en réalité. Parce que quand vous parlez avec les entrepreneurs, les chefs d'entreprise aujourd'hui, ils vous disent le produit qu'on nous envoie, même en stage, on ne vient pas en stage pour apprendre tout. On vient avec un prérequis. Le prérequis, très souvent, surtout dans nos lycées techniques et dans nos établissements d'enseignement technique professionnel, la qualité n'y est pas. Le professeur l'a dit, on n'a pas les équipements. Et il faut avoir le courage de relire le programme de l'enseignement technique. C'est ça qui est en cours aujourd'hui. C'est très important. Je suis de l'enseignement technique. Ouais. Et vous savez que des enfants de l'enseignement technique continuent d'échouer aux examens à cause des matières de l'enseignement général. Ça n'a aucun sens. Vous avez des enfants qui sont très bons en pratique, mais qui échouent au CAP, qui échouent au DT, parce qu'il n'a pas bien Est-ce que la réforme actuelle prend ça en compte? Oui, là, on est en train de faire la relecture donc, des programmes. C'est prévu dans la réforme. C'est très important. Et puis, il y a un aspect qui me paraît, qui peut être peut-être marginal, mais qui me paraît très important. On ne peut pas mettre l'accent sur l'enseignement technique et continuer de le traiter comme, disons, une denrée secondaire? Non, qui coûte cher. Expliquez-moi. L'enseignement technique continue d'être plus cher que l'enseignement général. Les contributions qu'il faut payer quand vous êtes dans l'enseignement technique, ce n'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement général. Donc l'État qui subventionne l'enseignement général, qui fait qu'aujourd'hui les filles ne payent pas la contribution, il fait que quand on paye la contribution, c'est assez mineur comme prix. Pourquoi on ne fait pas la même chose au niveau de l'enseignement technique? Parce qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui ne sont pas en mesure de payer les 5 et quelques mille francs qu'il faut payer pour faire un lycée technique. Et puis, vous voyez, et je pense que si nous voulons faire suivre la théorie par la pratique, il faut que dans les réformes, on soit un peu plus conséquent. Quand je prends par exemple, on ne peut pas avoir une économie dont on dit qu'elle est basée sur l'agriculture. C'est bien ça, quand on chante. Et avoir, je ne sais pas moi, 4, 5 ou 6 lycées agricoles. Donc, voilà. Oui, on doit en avoir suffisamment, parce qu'on en a besoin. Parce que c'est là où l'enfant apprend. Et surtout, je pense qu'il y a une dimension qui manque dans l'enseignement aujourd'hui au Bénin, qui a toujours manqué. C'est l'esprit d'entreprise. Ça, on peut le faire dans toutes les formations, de mon point de vue. Parce qu'un enfant, un enfant qui a fait anglais, qui sort et qui se retrouve au maraîcher, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose qu'on a mis dans sa tête. Ou bien qu'il a naturellement. On doit pouvoir nous préparer à nous adapter. Le monde d'aujourd'hui ne peut pas être cantonné et dire je suis bloqué sur ce que j'ai appris. Cette manière, mais même le fait qu'aujourd'hui vous avez des enfants qui font le bac, qui vous disent, moi j'ai un neveu qui a fait le bac l'année dernière qui a dit que lui veut faire la couture. C'est ça.
J'ai la fille d'un collègue et le papa s'est fâché pour dire, je dis non mais ça c'est génial, si moi j'ai mon enfant qui dit ça, c'est génial. Donc de plus en plus, je crois que les parents doivent comprendre que l'enseignement technique n'est pas pour les rebuts de la République, de pays, que c'est également de la qualité et ça dépend de l'importance que nous pouvons lui donner à travers déjà le personnel qu'il faut traiter autrement, qu'il faut valoriser, etc. Et également à travers un certain nombre de réformes importantes qui sont en cours, mais qu'il faut mener avec la démarche inclusive qui permet d'avoir l'adhésion des gens. Quand vous avez l'adhésion des gens... La démarche inclusive manque aujourd'hui. Mais monsieur Anagonou, oui, merci de prendre rapidement la parole. Vous l'avez arraché. Je reste avec vous. Non, monsieur Anagonou, vous permettez, mais là, vous êtes interpellé. Ouais. Vous êtes surpris. Alors, un acteur qui dit avec la démarche inclusive, et c'est revenu à plusieurs reprises. Et je voulais justement vous interpeller à ce sujet-là. Vous ne trouvez-vous pas qu'il faut faire beaucoup de travail? Et il n'y a pas que ça. Tout à l'heure, il a cité quelque chose de très important. Il y a la philosophie que les gens ont de l'enseignement technique. Pensez-vous que l'État fait suffisamment ou que faudra-t-il faire? Ensuite, il a été ajouté le dispositif technique. L'apprenant qui doit savoir toucher du doigt ce qu'il apprend et non rêver de ce qu'on lui enseigne. On fait comment pour que tout cet ensemble soit finalement réuni? Il faut de la volonté politique. Il faut de la volonté politique et à suivre le débat qu'on est en train de faire, la vision de M. Anselme qui est à la pratique, qui est dans l'enseignement technique, à suivre le professeur Bokor qui juge le produit de l'enseignement des programmes dont il a été auteur. C'est une manière de dire, c'est pour ça lui dire ce que vous avez fait de nous, est-ce que vous en êtes fiers en quelque sorte? C'est la question que vous posez au professeur. À suivre la position des deux enseignants, je me suis dit que le chef de l'État a bien fait de s'engager encore plus. Vous avez dit par exemple aujourd'hui la contribution au niveau de lycée technique et rébarbatif. C'est ce que du moins, voilà ce que vous voulez dire. Et donc l'engagement de plus du chef de l'État doit permettre de régler ces problèmes-là. Alors, vous voyez, il y a aussi que parfois il faut être courageux dans un pays de dire les langages de vérité. Oui, je ne vous interromps pas, mais c'est comme si ce plateau ne suffira pas justement à aller au fond des choses. On reviendra, je compterai sur votre disponibilité. Alors, c'est pour vous demander si vous devez conclure sur l'urgence à faire. Voilà qu'on a pu réussir un diagnostic. Quand on vous écoute, il y a de faire quoi en urgence? Il ne faut pas rater le coach. Il ne faut pas rater le coach. Voilà qu'on a une bonne ambition sur l'éducation et la formation. Les acteurs demandent à être écoutés. Je dis, il ne faut pas rater le coach. Il ne faut pas rater le coach en disant quoi? On a besoin de les écouter. Pour que demain, on ne nous dise pas, on ne nous a pas écoutés alors qu'on a une bonne volonté. La bonne volonté du chef de l'État qui est confirmée, qui est affirmée encore, réaffirmée dans ce discours, cette bonne volonté va avoir d'écho favorable lorsque l'inclusion dont parle le professeur Anselme ou bien l'ajustement de la formation et de la demande dont parle le professeur Bokor. Donc, ces deux-là, on pourra trouver ça à travers la volonté du chef de l'État. Je vais pouvoir les écouter. Oui, professeur, si vous devez conclure, que diriez-vous? D'autres plateaux en perspective avec votre disponibilité. Et votre conclusion? Moi, je dirais simplement que tous les gouvernements qui sont passés ont mal utilisé cette politique de formation-là. Pourquoi faire de la formation professionnelle et technique quelque chose sur un piédestal et seulement ceux qui peuvent payer 600 000, 800 000 qui vont y accéder? Aujourd'hui, si vous avez des enfants pour aller faire agronomie ou pour aller faire EPAC, mais on vous donne des chiffres. Ce n'est pas pour le commun des mortels, ce n'est pas pour le commun des béninois. Alors qu'il faut inverser la tendance. Merci beaucoup, c'est le mot que nous retenons. Il faut inverser la tendance. Merci, professeur Bokor. Permettez qu'on écoute très rapidement monsieur Anselme sur la question. Oui, monsieur Anselme, votre conclusion? Oui, dire que on peut faire beaucoup de choses. Le Bénin est un grand chantier quand il s'agit de parler de la question de l'éducation et de la formation. Et je pense que nous avons besoin tous de nous investir sur ce chantier-là avec le gouvernement. Et si la démarche de considération de l'autre est présente, je pense qu'on devrait aller dans ce sens-là, tous autant que nous sommes. Merci à vous, chers invités, M. Anselme Amosou. Ce fut un plaisir. Professeur Michel Bokor, nos reconnaissances. M. Anagonou, vraiment,
Que de gratitude. C'était pas gagné d'avance pour la petite histoire. Il nous a aidé à pouvoir sauver les meubles. Mesdames, messieurs, on s'en arrête là. On se retrouve très bientôt.